Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et une fois par mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour décrypter un cas d'investissement avec l'aide notamment de l'analyse fondamentale. Olivier Deloz est avec nous ce soir, associé et gérant chez Clartan Associés. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Et nous parlons avec vous ce soir du cas Inditex, cas passionnant qui est d'abord l'histoire d'un homme, j'ai envie de dire Olivier, d'un self-made man à l'espagnol. Oui, alors Inditex, le grand public ne le connaît pas forcément parce que c'est le nom en fait générique de la maison mère de Zara, bien plus connue évidemment, et puis aussi de Massimo Dutti, de Stradivarius, Deutsche, donc des marques qui sont pour le coup... Bershka aujourd'hui, Pull&Bear, qui sont des marques un peu plus récentes que l'historique Zara, mais qui viennent compléter le portefeuille. Voilà, et Zara, tout le monde connaît. Ça a été créé par Amancio Ortega, qui est toujours d'ailleurs l'actionnaire principal du groupe Inditex, et qui a fondé cette entreprise dans les années 60. C'était un jeune homme de 14 ans sans le sou, et qui a arrêté ses études pour être coursier dans le textile. Et à une trentaine d'années, il a créé une société qui faisait essentiellement des robes de chambre et des pyjamas, une boutique. Il avait créé ça avec sa femme. Et 10 ans plus tard, il a un petit peu étendu son activité et créé la première boutique Zara à la Corogne. Et chez Clartan Associés, on aime beaucoup ces entrepreneurs qui partent vraiment du métier pour en faire après des empires. Et aujourd'hui, Inditex, c'est une société un groupe qui fait 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est le plus gros retailer textile au monde. Oui, alors c'est le leader effectivement du textile dans le monde, avec une part de marché de 7% uniquement. Donc on voit qu'il y a encore pas mal de place pour l'expansion. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une société qui ne fait pas que du retail. C'est une société, on a l'impression que c'est de la distribution, mais en fait c'est un groupe totalement intégré. Très intégré. Voilà, depuis la conception, la fabrication, la commercialisation et bien sûr la communication autour de tout ça. Ouais. Quel est le génie justement du modèle qu'a bâti Amancio Ortega chez Inditex et Zara en premier lieu Alors la première chose, je dirais, c'est que ils savent ce qu'ils font. Ils ont un métier, ils n'ont jamais dévié de ce métier, et il y a, je pense, ce goût de faire d'assez belles choses. Ce sont des produits qui sont de bonne qualité, abordables, très abordables, et avec toujours la volonté de coller le plus possible au marché. Et ça, pour ça, ils ont des centaines de designers qui collent au plus près des demandes des clients, qui dessinent. Alors, il y a une petite partie de s'inspirer de ce que font les grands de la mode, pour pas dire plus que ça. Mais ils savent faire ça très très bien. Et surtout, ils ont en fait une relation avec les magasins, à partir du centre qui est à la Corogne, pour faire en sorte d'avoir des petites séries et de réapprovisionner toujours ce qui marche le mieux. Incroyable. Donc, ça veut dire qu'ils ont des remontées du terrain en temps réel. Et ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont d'abord un très bon design et une très bonne organisation digitale. Et ça, c'est une grande particularité par rapport à leurs concurrents. Et en multipliant ces petites séries, parce qu'on est quand même dans du prêt-à-porter industriel, on arrive à créer la perception d'une rareté. Là, on est quand même dans quelque chose de mass market, d'industriel. En renouvelant régulièrement les collections, on arrive à quelque chose d'assez puissant vis-à-vis du consommateur. Voilà, c'est exactement ça. C'est plus la collection printemps-été suivie de automne-hiver et on reste avec 6 mois avec la même collection. Voilà. Quoi. Ceux qui visitent souvent ce genre de magasin verront à quel point ça tourne vite. Et en général, ils tournent quasiment 10 fois plus vite que les autres concurrents. Donc ça fait une vraie différence parce qu'on a envie de retourner en fait dans les boutiques. La deuxième chose qui les distingue, c'est que justement, ils ont des emplacements de boutiques qui, en dehors des centres commerciaux, sont des endroits de plus en plus prime. Et ça, on le voit. Et en plus, ils entretiennent ce parc immobilier qui louent, c'est pas des propriétaires. Et ils savent le rénover pour en fait monter progressivement en gamme. C'est intéressant si on regarde leurs emplacements à Tokyo, au Moyen-Orient, à Londres, à Milan ou même à Paris, de voir par exemple comment est-ce qu'ils ont renouvelé et remodernisé l'une de leurs boutiques phares qui était rue de Rivoli. On voit que c'est vraiment quelque chose où on a envie, finalement on se sent bien, l'espace est beaucoup mieux occupé, c'est bien fait, et donc ça les distingue de leurs concurrents que peuvent être H&M, Primark, etc. Autre point qui est très intéressant, et donc on s'en rend compte uniquement quand on le sait, c'est que c'est une entreprise qui ne fait pas de publicité.
pas de publicité à l'ancienne, c'est-à-dire que leur moyen, leur canal de communication, ça a longtemps été leur boutique, leur vitrine, et évidemment avec le digital, sur lequel ils étaient très en avance, ils ont été très bons effectivement dans la communication, via les réseaux sociaux, via les influenceurs, et il y a des collections capsules qui ne sont certaines commercialisées que sur leur site internet. Donc ça fait aussi une très grande force. Et puis enfin, c'est l'empreinte géographique. Donc, l'ensemble de tous ces points font que finalement, ils ont une force de frappe, une génération de trésorerie qui est très supérieure à leurs concurrents. Et donc, c'est un modèle qui continue en fait à se développer. C'est un peu la stratégie du nénuphar où ils ont conquis l'Espagne, ils ont conquis l'Europe, et puis ils commencent tout juste aux États-Unis et en Asie. Parce que si on regarde quelques dizaines de magasins, c'est ça aujourd'hui aux États-Unis ou exactement. Si on regarde la répartition du chiffre d'affaires, il y a 50% en Europe, 15% en Espagne. Et uniquement pour l'instant 20% aux États-Unis, mais dans les Amériques. C'est-à-dire que les Amériques, c'est surtout le Mexique. Mais aux États-Unis, ils ont 100 boutiques, alors qu'en Espagne, ils en ont 1200. C'est ça. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont faire évidemment la même chose aux États-Unis qu'en Espagne, mais ça veut dire que le nénuphar peut continuer à croître. J'ai l'impression que c'est un groupe qui n'a pas raté beaucoup de mouvements stratégiques en termes de diversification notamment. Là, ils sont en train d'essayer de tester le terrain de la maison, le terrain de la beauté. Qu'est-ce que ça donne déjà ? Est-ce que c'est des résultats satisfaisants pour eux ? Est-ce que ça permet justement d'imaginer un périmètre et une emprise encore plus large auprès des consommateurs ? Oui, exactement. Alors, ils testent. Et ça, c'est du test encore. On ne peut pas dire que ce soit encore du test, mais parce que les Zara Home, on les voit depuis quelques années quand même. Ils sont prudents, c'est ça qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont bien développé un modèle, ils se disent est-ce qu'on ne peut pas voir des activités un peu connexes sur lesquelles on est très bon et essayer de dupliquer en fait cette activité. Donc ils ont fait plus que le tester, vous avez raison, sur Zara Home, et donc ça c'est vraiment en développement. Et nous on trouve que c'est quelque chose qu'ils font très bien et sur lequel ils ont des niveaux de marge qui sont absolument excellents. Et ils gardent le même modèle que sur le textile, intégré au concept, le design, etc., capable de renouveler les collections, c'est le même. Ils produisent moins. D'accord, oui, parce que non, mais c'est des biens différents. Voilà, exactement. J'entends. Mais donc là, ils ont plus des systèmes de fournisseurs. D'accord. Et alors, l'autre chose qui est vraiment très intéressante, et ça que pour l'instant le marché n'a pas encore valorisé, c'est qu'ils se lancent dans l'activité beauté. Donc Zara Beauty, c'est quelque chose qui est tout à fait embryonnaire. Et si jamais ça prend, donc ils vont commencer par le parfum, ils continuent par le maquillage, ils y vont assez doucement, ils font des recrutements chez L'Oréal, enfin chez vraiment les tout meilleurs. Et c'est vrai que si jamais ça marche, ça veut dire que c'est vraiment un relais de croissance qui peut être extrêmement puissant. Et ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ils ont en fait l'infrastructure des magasins, les sites internet. Donc tout ça peut accélérer effectivement de manière assez impressionnante. Une fois qu'on a décrit le modèle comme ça, Olivier, qu'est-ce que ça donne là sur les résultats et les ratios clés de l'entreprise Inditex aujourd'hui ? Alors Inditex, c'est une must-have chez Clartan. C'est exactement ce qu'on cherche comme société. C'est d'abord un leader. Nous, on aime beaucoup les leaders. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point il y a une prime au leader. Souvent, le leader, en fait, il va plus vite. On pense qu'il est plus gros, donc il va moins vite, mais souvent, en fait, finalement, il peut accélérer. Donc, il y a des effets d'échelle qui jouent vraiment pour eux. Bon, c'est une Rolls, Inditex, c'est certain. Si on regarde les ratios tout simplement du compte de résultats, c'est une entreprise donc, qui fait 40 milliards de chiffre d'affaires, qui fait quasiment 7 milliards de résultats nets là, cette année, presque 6 milliards de free cash flow. Tout en ayant investi 2,5 milliards d'euros cette année, l'année dernière, l'année prochaine. Enfin, disons que c'est beaucoup, tout ça, beaucoup d'argent. C'est une entreprise qui aujourd'hui a 12 milliards d'euros de cash net au bilan. Donc ça veut dire que ça peut être un dividende additionnel un jour pour l'actionnaire. Enfin, que la famille Ortega est assez contente pour l'instant de garder en partie au sein du groupe. Et donc ça va permettre au groupe de continuer à se développer. Le return on equity de cette société, c'est entre 25 et 30%. Donc c'est 2 fois plus important finalement que la moyenne des sociétés cotées. Des ratios comme ça, en fait, on le retrouve dans le luxe, on le retrouve dans des sociétés, même certaines de logiciels. Donc c'est très impressionnant. Enfin, on se dit dans un secteur qui est difficile, où la concurrence est énorme, on a l'impression qu'on ne fait pas de marge. Combien de marques ont disparu encore ces derniers mois et ces dernières années, ne serait-ce que sur le marché français. Et c'est ça, Inditex gagne des parts de marché. C'est le seul des grands groupes qui a gagné des parts de marché depuis le Covid et qui a fait une accélération à ce moment-là. C'est vraiment très remarquable.
de risque ou risque potentiel, la question de la succession, Armancio Ortega est toujours là, vous l'avez dit, il est plus aux manettes. Est-ce que de ce point de vue-là, le risque pour vous est complètement annihilé d'une certaine manière? Est-ce que la question de la succession a bien été traitée? La question de l'ESG dans le milieu de la mode, de la fast fashion, du textile, on sait que c'est un secteur qui est regardé de près par l'analyse ESG. Oui, alors la question du risque de la succession, ça pour nous, c'en est pas eu. C'est évacué. Okay. Oui, parce qu'il s'est tout de suite et tout au début de l'histoire, entouré de gens très capables, qui sont très intéressés au développement du groupe grâce à des participations au capital. Sa fille et aujourd'hui la présidente, elle est exécutive, mais on sait que c'est pas elle qui pilote le groupe. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a bientôt 90 ans, Armancio Ortega, mais qui est en retrait depuis très longtemps. On le voit jamais, absolument jamais. Donc, il n'y a pas de question. Le modèle... La passation, c'est déjà faite. Oui, c'est ça. Alors la question ESG, c'est une vraie question. Ouais. Pourquoi ? Parce que le textile, c'est l'un des secteurs qui pollue le plus, c'est vrai, qui utilise le plus d'eau, qui rejette le plus de déchets. Ils prennent très au sérieux ça. Et ça, on a vraiment l'impression, avec une étude approfondie de leur stratégie, que c'est pas du greenwashing, quoi. Ils sont vraiment en train de prendre ça à bras-le-corps. D'ici 2040, ils visent à baisser de 80% leurs émissions de CO2. D'accord. Ils sont de plus en plus dans l'économie circulaire. Zara Pre-Owned, c'est une très bonne idée, c'est de dire on essaye de récupérer des vieux vêtements, de les retaper, de les revendre, d'en réparer d'autres. Ça, c'est intéressant. Ils sourcent de plus en plus tout ce qui est l'approvisionnement du coton et autres. Donc, la question ESG, la question S, il faut la prendre très au sérieux aussi, parce qu'il y a toute cette question sur les chaînes d'approvisionnement des matières premières, travail forcé, etc. Et les travails forcés et autres. Ouais. Il y a eu des controverses dessus, mais Zara, Inditex n'a jamais été finalement inquiété là-dessus. On a l'impression qu'ils prennent ça vraiment à bras-le-corps. Il nous reste 30 secondes pour décrire la manière dont Inditex, ou dont Clartan gère la position Inditex. Vous disiez c'est une Rolls, c'est quoi? C'est du cœur de portefeuille, c'est une Rolls assez tranquille. Alors la performance sur 2 ans est spectaculaire. C'est un gérant m'a dit, c'est le petit train à crémaillère. Ouais. C'est vrai que quand on regarde le graphique, c'est tout à fait ça, c'est très parlant. Donc c'est quoi? Du cœur de portefeuille? Alors c'est du cœur de portefeuille. On a eu des positions importantes avant le Covid, beaucoup baissé parce que toutes les périodes n'ont pas été exceptionnelles. Non. Il y a eu une traversée du désert, alors sans que ce soit une catastrophe boursière, mais il y a eu 3-4 ans où le titre n'a pas tellement progressé parce qu'il y avait des questions de marge à ce moment-là, parce qu'ils investissaient énormément. Là, depuis les 2 dernières années, on a eu des grosses positions en portefeuille. Le titre a plus que doublé depuis maintenant 2 ans. Donc là, on est à peu près au juste prix. On aura la croissance des résultats dans les prochaines années, mais à 25 fois et demi les résultats, on pense que évidemment le potentiel de revalorisation est plus émoussé. Une belle valeur de croissance européenne, espagnole. Merci beaucoup Olivier. Olivier Delauze, associé et gérant chez Clartan Associés, qui est avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.